Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette quatrième partie donc de la lecture du Silence de la mer, toujours avec nos protagonistes favoris, ce grand-père et cette nièce chez eux, confinés, et avec cet officier allemand qui est là, cet ennemi, présent, visible pour le coup, et qui leur parle. Je ne puis me rappeler aujourd'hui tout ce qui fut dit au cours de plus de 100 soirées d'hiver. Mais le thème n'en variait guère. C'était la longue rhapsodie de sa découverte de la France, l'amour qu'il en avait de loin avant de la connaître, et l'amour grandissant chaque jour qu'il éprouvait depuis qu'il avait le bonheur d'y vivre. Et ma foi, je l'admirais. Oui, qu'il ne se découragea pas, et que jamais il ne fut tenté de secouer cet implacable silence par quelque violence de langage. Non, au contraire. Quand parfois il laissait ce silence envahir la pièce et la saturer jusqu'au fond des angles comme un gaz pesant et irrespirable, il semblait être celui de nous trois qui s'y trouvait le plus à l'aise. Alors il regardait ma nièce avec cette expression d'approbation à la fois souriante et grave, qui avait été la sienne dès le premier soir d'ailleurs. Et moi, je sentais l'âme de ma nièce s'agiter dans cette prison qu'elle avait elle-même construite, et je le voyais à bien des signes, dont le moindre était un léger tremblement des doigts. Et quand, enfin, Werner von Ebrennach dissipait ce silence, doucement et sans heurts, par le filtre de sa bourdonnante voix, il semblait qu'il me permît de respirer plus librement. Il parlait de lui, souvent. Ma maison, dans la forêt, j'y suis né. J'allais à l'école du village, de l'autre côté. Je ne l'ai jamais quittée, jusqu'à ce que j'étais à Munich pour les examens et à Salzbourg pour la musique. Depuis, j'ai toujours vécu là-bas. Je n'aimais pas les grandes villes. J'ai connu Londres, Vienne, Rome, Varsovie aussi. Les villes allemandes, naturellement. Je n'aime pas pour vivre, non. J'aimais beaucoup Prague, ah oui. Aucune autre ville n'a autant d'âme. Et surtout Nuremberg, ah, pour un Allemand, c'est la ville qui dilate son cœur. Parce qu'il retrouve là les fantômes chers à son cœur. Le souvenir de chaque pierre, de ceux qui firent la noblesse de la vieille Allemagne. Je crois que les Français doivent éprouver la même chose devant la cathédrale de Chartres. Ils doivent aussi sentir tout contre eux la présence des ancêtres, la grâce de leur âme, la grandeur de leur foi et leur gentillesse. Le destin m'a conduit sur Chartres. Oh, vraiment, quand elle apparaît par-dessus les blés mûrs, toute bleue de lointain et transparente, immatérielle, c'est une grande émotion. J'imaginais les sentiments de ceux qui venaient jadis à elle, à pied, à cheval ou sur des chariots. Je partageais ces sentiments et j'aimais ces gens. Oh, comme je voudrais être leur frère. Son visage s'assombrit. Cela est dur à entendre sans doute d'un homme qui venait sur Chartres dans une grande voiture blindée. Mais pourtant c'est vrai. Tant de choses remuent ensemble dans l'âme d'un Allemand, même le meilleur, et dont il aimerait tant qu'on le guérisse. Il sourit de nouveau, un très léger sourire qui graduellement éclaira tout le visage. Puis, il y a dans le château voisin de chez nous une jeune fille. Elle est très belle et très douce. Mon père toujours se réjouissait si je l'épouserais. Quand il est mort, nous étions presque fiancés. On nous permettait de longues et grandes promenades, tous les deux seuls. Il attendit, pour continuer, que ma nièce eût enfilé de nouveau le fil qu'elle venait de casser. Elle le faisait avec une grande application. Mais le chat était trop petit et ce fut difficile.
Enfin, il y parvint. Un jour, reprit-il, nous étions dans la forêt, elle et moi. Les lapins, les écureuils filaient devant nous. Il y avait toutes sortes de fleurs, des jonquilles, des jacinthes sauvages, des amaryllis. La jeune fille s'exclamait de joie. Elle dit: Oh, je suis heureuse, Werner. J'aime, oh, j'aime ces présents de Dieu. J'étais heureux moi aussi. Nous nous allongeâmes sur la mousse au milieu des fougères. Nous ne parlions pas. Nous regardions au-dessus de nous les cimes des sapins se balancer, les oiseaux volaient de branche en branche. La jeune fille poussa un petit cri. « Oh, il m'a piqué sur le menton, sale petite bête, vilain petit moustique. » Puis je lui vis faire un geste vif de la main. « J'en ai attrapé un, Werner. Oh, j'en ai un, Werner. Oh, regardez, je vais le punir. » Je lui arrache les pattes, l'une après l'autre, et elle le faisait. Heureusement, continua-t-il, elle avait beaucoup d'autres prétendants. Je n'eus pas de remords, mais aussi j'étais effrayé pour toujours à l'égard des jeunes filles allemandes. Il regarda pensivement l'intérieur de ses mains et dit: « Ainsi sont aussi chez nous les hommes politiques. Oui, c'est pourquoi je n'ai jamais voulu m'unir à eux, malgré mes camarades qui m'écrivaient: « Venez nous rejoindre !» Non, je préférais rester toujours dans ma maison. Ce n'était pas bon pour le succès de la musique, mais tant pis. Le succès est peu de choses auprès d'une conscience en repos. Et vraiment, je sais bien que mes amis et notre Führer ont les plus grandes et les plus nobles idées, mais je sais aussi qu'ils arracheraient aux moustiques les pattes l'une après l'autre. C'est cela qui arrive aux Allemands toujours quand ils sont très seuls. Cela remonte toujours, et qui de plus seul que les hommes du même parti quand ils sont les maîtres? Heureusement, maintenant, ils ne vont plus être seuls. Ils sont en France. La France les guérira. Et je vais vous le dire, ils le savent. Ils savent que la France leur apprendra à être des hommes vraiment grands et purs. Il se dirigea vers la porte. Il dit d'une voix retenue comme pour lui-même: « Mais pour tout cela, il faut l'amour. » Il tint un moment la porte ouverte, le visage tourné sur l'épaule. Il regardait la nuque de ma nièce penchée sur son ouvrage. La nuque frêle et pâle, d'où les cheveux s'élevaient en torsade de sombres acajou. Il ajouta sur un ton de calme résolution: « Un amour partagé. » Puis il détourna la tête et la porte se ferma sur lui tandis qu'il prononçait d'une voix rapide les mots quotidiens: « Je vous souhaite une bonne nuit. » Les longs jours printaniers arrivaient. L'officier descendait maintenant aux derniers rayons du soleil. Il portait toujours son pantalon de flanelle grise, mais sur le buste, une veste plus légère, en jersey de laine couleur de bure, couvrait une chemise de lin au col ouvert. Il descendit un soir, tenant un livre, refermé sur l'index. Son visage s'éclairait de ce demi-sourire contenu qui préfigure le plaisir escompté d'autrui. Il dit: « J'ai descendu cela pour vous. C'est une page de Macbeth. Oh Dieu, quelle grandeur !» Il ouvrit le livre. C'est la fin. La puissance de Macbeth file entre ses doigts, avec l'attachement de ceux qui mesurent enfin la noirceur de leurs ambitions.
Les nobles seigneurs qui défendent l'honneur de l'Écosse attendent sa ruine prochaine. L'un d'eux décrit les symptômes dramatiques de cet écroulement. Et il lut lentement, avec une pesanteur pathétique, « Maintenant, il sent ses crimes secrets collés à ses mains. À chaque minute, des hommes de cœur révoltés lui reprochent sa mauvaise foi. Ceux qu'il commande obéissent à la crainte et non plus à l'amour. Désormais, il voit son titre pendre autour de lui, flottant comme la robe d'un géant sur le nain qu'il a volé. » Il releva la tête et rit. Je me demandais avec stupeur s'il pensait au même tyran que moi. Mais il dit, « N'est-ce pas là ce qui doit troubler les nuits de votre amiral ? Je plains cet homme, vraiment, malgré le mépris qu'il m'inspire comme à vous. Ceux qui commandent obéissent à la crainte et non plus à l'amour. Un chef qui n'a plus d'amour, mais qui n'a plus l'amour des siens, est un bien misérable mannequin. Seulement, pouvait-on souhaiter autre chose ? Qui donc, sinon un aussi morne ambitieux, eût accepté ce rôle ? Or, il le fallait. Oui, il fallait quelqu'un qui acceptât de vendre sa patrie, parce qu'aujourd'hui, et pour longtemps, la France ne peut tomber volontairement dans nos bras ouverts sans perdre à ses yeux sa propre dignité. Souvent, la plus sordide entremetteuse est ainsi à la base de la plus heureuse alliance. L'entremetteuse n'en est pas moins méprisable, même si l'alliance est moins heureuse. Il fit claquer le livre en le fermant, l'enfonça dans la poche de sa veste et d'un mouvement machinal frappa 2 fois cette poche de la paume de la main. Puis son long visage, éclair d'une expression heureuse, il dit, « Je dois prévenir mes hôtes que je serai absent pour 2 semaines. Je me réjouis d'aller à Paris. Oui, c'est maintenant le tour de ma permission et je la passerai à Paris pour la première fois. C'est un grand jour pour moi. C'est le plus grand jour. En attendant un autre que j'espère avec toute mon âme et qui sera encore un plus grand jour. Oui, je saurai l'attendre des années s'il le faut. Mon cœur a beaucoup de patience. À Paris, je suppose que je verrai mes amis, dont beaucoup sont présents aux négociations que nous menons avec vos hommes politiques pour préparer la merveilleuse union de nos 2 peuples. Ainsi, je serai un peu le témoin de ce mariage. Je veux vous dire que je me réjouis pour la France, oui, dont les blessures de cette façon cicatriseront très vite. Mais je me réjouis bien plus encore pour l'Allemagne et pour moi-même. Jamais personne n'aura profité de sa bonne action, autant que fera l'Allemagne, en rendant sa grandeur à la France et sa liberté. Je vous souhaite une bonne nuit. À très bientôt.